Si toi, demain, tu arrives à être riche, tu vas pas te comporter comme ce riche-là? Si toi, là, demain, tu serais riche, tu continuerais pas à en bénéficier de ce système? Si toi, demain, t'es riche, tu vas te lever un matin et te dire que le système est une arnaque? La ligne qui sépare le communisme du capitalisme, elle est très fine. C'est une ligne très très fine. Il faut que les gens arrêtent d'être distraits par ce système de droite, de gauche, le capitalisme, le communisme. Vous savez, les amis, dans la fin d'une civilisation, il y a 5 grands problèmes que nous commençons à voir, que nous commençons à détecter. On a les inégalités, on a les repressions, on a la taxation, on a la corruption et le favoritisme, et le dernier, c'est les dépenses. Le communisme et le capitalisme, c'est un écran de fumée. Dans le fond, c'est la même. Il y a un pattern qu'il faut observer, c'est les comportements humains. On a mis à terre la maison des Bourbons, la bourgeoisie a repris le pouvoir, la bourgeoisie se comporte comme la maison des Bourbons. Le communisme, c'est pas bien. Lorsqu'on regarde le capitalisme qui s'essouffle, il se comporte comme le communisme. La méritocratie, c'est une arnaque. Il faut arrêter. Ce qui compte dans la société, c'est les relations. La haine qu'ont certaines personnes vis-à-vis des riches. Si demain ces haineux deviennent riches, ils vont pas se comporter comme ces riches et bénéficier de ce système. C'est la nature humaine. En réalité, là où je suis d'accord, c'est qu'on sort on vient de connaître 40 années de périodes qui sont là, de bouleversement économique, la mondialisation et la numérisation. Et en fait, ce n'est pas des grandes fortunes qui se sont enrichies là-dedans. C'est des grandes entreprises très concurrentielles, hyper concurrentielles, qui ont beaucoup mieux réussi que les autres. Et d'autres qui étaient très internationalisées, et d'autres qui sont restées locales. Et donc, il y a effectivement eu 2 marchés très différents entre des marchés nationaux et des grandes entreprises, comme celle de ces milliardaires, qui sont très internationalisés. Les gens dans ces entreprises-là, tous les gens dans ces entreprises-là, ont été beaucoup mieux payés que ceux qui étaient dans des emplois nationaux. Et les gens qui étaient actionnaires de ces entreprises-là ont aussi eu beaucoup plus des rémunérations beaucoup plus dynamiques que les autres. Donc c'est... La vraie question, c'est pas tant, à mon sens, est-ce qu'il y a des riches aujourd'hui, c'est pourquoi... Il y a des riches, ça c'est sûr. Oui, non, mais est-ce qu'il faut plus de riches ou pas? C'est pourquoi ils sont riches, est-ce que c'est légitime ou non? Est-ce que c'est justifié par le mérite? Et le mérite a des défauts, mais mine de rien, dans une société démocratique, il n'y a pas d'autre moyen d'allouer les rémunérations et les places à chacun. Ou alors, ça n'est plus une société démocratique. Donc vous dites ces grandes fortunes dont on parle, elles méritent... Qu'il y ait démocratie ou non, il y aura toujours ce concept de riches et de pauvres. Donc, faut arrêter avec ce concept de démocratie qui est le courant uniforme, unique, qui est juste. La démocratie, c'est pas du tout un système juste. C'est absolument pas un système juste, la démocratie. La preuve en est, lorsque vous allez voter, vous pensez à vos intérêts, vous pensez pas aux intérêts de votre voisin. Leur fortune. En grande si partie, je vous suis. Oui. Et l'autre, parce qu'elles ont été... Allez-y. Non, absolument pas. Mais non, mais absolument pas. Ça, c'est la grande farce. Et encore chercher une fois de plus que... se poser encore une fois la question de est-ce que les riches sont devenus riches justement? Est-ce qu'ils sont devenus riches parce que c'est légitime? C'est pratiquement un crime contre la nature. Parce que tu vois, la nature est injuste. L'égalité, ça n'existe pas. La justice n'existe pas. C'est comme ça qu'a toujours fonctionné le monde. Donc c'est une question encore mais complètement débile à se poser, tu vois. Dans le monde, il y a des gens qui tirent avantage d'un système et il y a des personnes qui en ont conscience que ces personnes tirent avantage du système et qui râlent dans leur coin ou bien ne font rien ou bien essayent eux aussi d'en tirer avantage. Ça a toujours été comme ça, peu importe la civilisation, que la civilisation soit éduquée ou non, parce que démocratie, pays développé ou pas, peu importe que la civilisation soit éduquée ou non, peu importe le régime, monarchie, empire, république, monarchie constitutionnelle, absolutiste, peu importe, ça a toujours été comme ça. Et on pourrait déjà, dès le début de cette vidéo, se poser la question de savoir la haine des riches, là. Parce que, oui, on connaît, les gens sont fâchés parce que les riches sont devenus riches et qu'ils sont un peu trop riches et qu'ils en tirent tous les avantages et qu'ils ne payent pas d'impôts. Ok. Si toi, demain, tu arrives à être riche, tu vas pas te comporter comme ce riche-là? Si toi, là, demain, tu serais riche, tu continuerais pas à en bénéficier de ce système? Si toi, demain, t'es riche, tu vas te lever un matin et te dire que le système est une arnaque? D'ailleurs, en plus, on pourrait se poser la question de cela, parce qu'il y a beaucoup de milliardaires qui disent que le système est truqué, tu vois. Il y a Bernard Arnault qui a, en plein interview, dit qu'il a bénéficié de ce système qui fonctionne de manière assez unilatérale, c'est-à-dire que les gens qui sont tout le temps en profitent tous les jours,
par une sorte de capital de connivence qui est une forme de communisme économique. Il a dit que durant le Covid, j'ai bénéficié de plein d'avantages et que j'ai pu du coup racheter Tiffany & Co. Tu as Elon Musk qui dit par exemple aussi dans des vidéos que oui, le système est truqué et il y a des riches qui s'en mettent plein les poches. Si demain tu deviens riche, hein, la haine qu'ont certaines personnes vis-à-vis des riches, si demain ces haineux deviennent riches, ils vont pas se comporter comme ces riches, ils bénéficient de ce système. C'est la nature humaine. De la modernité, encore une fois, Ils n'ont c'est pas cette gagné au idée loto non plus. selon laquelle c'est un mythe. C'est-à-dire, et le corollaire de ça est hyper toxique. Parce que ce que vous êtes en train de dire quand vous affirmez que les gens qui réussissent à gagner, à amasser énormément d'argent, le font du fait de leur mérite. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à tous les gens qui n'ont pas d'argent, qui réussissent pas, Absolument qui se pas, cassent qu'ils la ne sont gueule, pas méritants. que eux ne sont pas méritants? pas Mais du bien tout. sûr C'est que pas du si. tout, c'est pas du tout ce Mais que ça va monsieur a dit. ensemble. Au Et le contraire. résultat, Non, ça c'est va pas quoi? ensemble. C'est que ça aggrave, ça mène les gens à voter pour Trump aux États-Unis, pour Boris Johnson au Royaume-Uni, pour etc. etc. Donc les Ouais, c'est complètement faux ce qu'il est en train de dire. On vote pas Boris Johnson et Trump parce que les riches deviennent riches juste injustement, parce c'est plutôt pour des questions identitaires. conséquences sont gravissimes. Non, je pense la que vous vous trompez méritocratie, complètement. c'est une farce. C'est le premier mythe. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, la personne qui a inventé La méritocratie est une farce, je suis d'accord. le terme méritocratie n'y voyait pas du tout quelque chose de positif. Parce qu'il était communiste. Et c'est qui Et qu'il défendait le communisme. C'est Bien sûr le que si. père. Non, mais bien sûr. Le communisme, vous savez, la ligne qui sépare le communisme du capitalisme, elle est très fine. Hein. C'est une ligne très très fine. Hein. Tu vois, si tu analyses le capitalisme et le communisme, la différence, il n'y a pas de différence. Franchement, il faut que les gens arrêtent d'être distraits par ce système de droite, de gauche, le capitalisme, le communisme. Si vous analysez ces systèmes dans le fond, c'est les mêmes systèmes. Tu as des ultra-classes et des classes très basses. Et les ultra-classes, ils s'en mettent plein les poches. La ligne est très basse. Hein. Le capitalisme, c'est du communisme. Je suis désolé, le capitalisme, c'est du communisme. Quand tu vois ce business de la dette, le business de la dette, c'est quoi? C'est un business, c'est le capitalisme, c'est tous ces business. C'est capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? Le business de la dette, c'est quoi? C'est en fait, le communisme de base, c'était une classe qui avait tout le pouvoir et qui instaurait, voilà, on freinait l'économie, on prenait plus de risques, on est tout en haut, voilà. On rend les gens assistés, ok, d'accord. Une classe. Le capitalisme, ce qu'il a fait, il a juste décentralisé la classe du dessus. Hein. Il a décentralisé la classe du dessus, il a fait croire aux gens qu'ils étaient libres, mais ces gens étant libres dépendant quand même de la classe du dessus, de ces classes du dessus. Le capitalisme, il a juste transformé cette classe unique en 3 classes. Les ultra-riches, les businessmen, les hauts fonctionnaires et les rentiers. C'est tout. Les rentiers s'en mettent plein les poches parce qu'ils réinvestissent auprès de businessmen qui ont tous les business, et les businessmen ont tous les business parce que les hauts fonctionnaires s'assurent que ces gens ont tous les biens, ont tous les business. Voilà. Le capitalisme, c'est quoi? C'est Apple, Google, qui sont des monopoles. Le capitalisme, c'est quoi? C'est la France qui n'a plus sa dette, qui ne détient plus sa dette et qui est complètement dirigée par les États-Unis d'Amérique, qui ne veut plus prendre des décisions. Donc, franchement, la ligne entre le capitalisme et le communisme, elle est très fine. Elle est très fine. Et croire que ces deux systèmes qui ne se ressemblent absolument pas, s'il te plaît, arrête. On a vu que le communisme, ça n'a pas marché avec la fin de l'URSS. Et là, on est en train de voir aussi que le capitalisme est aussi en train de se mettre plein la gueule. Hein, et que quand le capitalisme se met plein la gueule, on commence à voir en fait que c'est un frère caché du communisme, parce que petit à petit, qu'est-ce qui se passe derrière? On commence à brider les gens. Vous savez, les amis, dans la fin d'une civilisation, il y a 5 grands problèmes que nous commençons à voir, que nous commençons à détecter dans la fin d'une société. Vous avez déjà de 1, les répressions violentes du pouvoir en place, communisme ou capitalisme, répression violente. C'est-à-dire des gens qui en ont marre et qui sortent dans les rues et le pouvoir en place va les tabasser. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre où on fait taire des gens, ou bien les gilets jaunes. Ensuite, vous avez les inégalités sociales et économiques qui augmentent avec le temps. Ces fortes inégalités, ou cette forte injustice sociale, elle augmente. Encore une sorte de parallèle assez
qui se ressemblent énormément entre le capitalisme et le communisme. Ensuite, vous avez la taxation. Vous avez la taxation qui ne fait qu'augmenter. Bah putain, les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Los Angeles, c'est près de 47%. Le New York, c'est pareil. L'impôt fédéral américain du pays, c'est 37%. Ensuite, tu as les impôts locaux, tu as les impôts étatiques. Hein. Les pays du Nord, on est sur du 40% d'imposition. La France... Attention, tu vois, même la Suisse, on est sur du 30%, et tu as des spécialistes qui ont dit qu'un bon impôt, c'est quoi? 15%, entre 15 et 20%. Ensuite, nous avons la corruption et le favoritisme. Capitalisme, communisme, corruption, favoritisme. Est-ce qu'on devrait en parler? Hein, quand tu as Nancy Pelosi qui arrive dans le gouvernement avec quelques centaines de milliers d'euros dans son compte en banque, et lorsqu'elle la ressort, elle a une fortune de 300 millions d'euros, on pourrait quand même se poser la question de savoir, punaise, est-ce qu'elle a vraiment un don pour ce qui est des marchés financiers? Hein, ou bien, alors tous nos technocrates en France qui, eux, vivent au-dessus de leurs moyens, qui vivent comme s'ils ne payaient pas d'impôts parce que le gaz est payé, l'électricité est payée, ils vivent dans des châteaux qui n'est que l'héritage de la monarchie qui a été éteinte par la bourgeoisie. Hein. Faudrait quand même le voir. Donc, on a les inégalités, on a les répressions, on a la taxation, on a la corruption et le favoritisme, et le dernier, c'est les dépenses. Ah oui, hein, quand Louis XVI faisait ses grandes dépenses, hein, qui d'ailleurs entraînait l'augmentation de la taxation pour le tiers-État. Ensuite, quand Louis XVI voulait construire des châteaux de Versailles, ensuite Louis XVI d'ailleurs qui accélère des crises financières, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Allez, hop, révolution, quoi. Ça n'a pas commencé avec Louis XVI, ça a commencé avec 13 et 14, mais voilà. Là, ce qu'on voit, c'est pareil, hein. Les dépenses américaines, où on prend l'argent des Américains, on va les envoyer en Ukraine, on les envoie en Israël. Là, récemment, 18 milliards de dollars ont été conclus entre Israël et l'Amérique pour de l'armement militaire. La France qui arme tout le monde dans le monde, notamment dans le Moyen-Orient. Ensuite, qui va donner des thunes en Ukraine, qui augmente les impôts en France et leur dit vous devez être humain, aider les autres personnes qui n'ont pas les moyens. À l'intérieur du pays, on augmente les impôts. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ensuite? On ramène les JO. On ramène les JO. Les JO vont coûter 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros avec un bénéfice de 3 milliards. C'est pas grave. Et qui va payer? C'est les Parisiens qui vont payer. Parce que les JO, c'était à Paris. Et il s'est passé la même chose à Albertville et je crois à Grenoble, quand vous regardez les travaux de Romain Molina, où du coup, les impôts ont drastiquement augmenté dans ces villes afin de rembourser les JO. Le communisme et le capitalisme, c'est un écran de fumée. Dans le fond, c'est la même. Là, la Révolution française, vous avez l'aristocratie qui en mettait plein les poches, notamment dans la noblesse. Hein, robe, épée, prince de sang, duc, père, comte, vicomte, avec un peu de personnes du clergé et la grande bourgeoisie qui, elle, s'est enrichie grâce à l'économie. Ils s'en mettaient plein les poches. C'était la belle vie pour eux. Le clergé était indépendant, ils avaient un pouvoir, ne payaient pas d'impôts. T'avais le tiers-état qui lui payait les impôts. Dans le tiers-état, il y avait la bourgeoisie. C'était insupportable. On en a marre de leurs caprices. On les met à terre. La bourgeoisie reprend le pouvoir avec la Révolution française. La bourgeoisie, aujourd'hui, qui continue de diriger la France, la bourgeoisie du tiers-état, elle a fait exactement la même chose que la monarchie. La même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Tout ça, droite, gauche, capitalisme, communisme, c'est des écrans de fumée. Il y a un pattern qu'il faut observer, c'est les comportements humains. On a mis à terre la maison des Bourbons, la bourgeoisie a repris le pouvoir, la bourgeoisie se comporte comme la maison des Bourbons. Le communisme, c'est pas bien. Lorsqu'on regarde le capitalisme qui s'essouffle, il se comporte comme le communisme. C'est l'écran de fumée. Et là, le monsieur, il a totalement raison. La méritocratie, c'est une arnaque. Il faut arrêter. Ce qui compte dans la société, c'est les relations. C'est les relations. Moi, je fais un peu d'entrepreneuriat. Je le sais pertinemment. Le travail dur, ça paye. Bien évidemment que ça paye. Le travail dur, ça paye, bien évidemment. Mais le travail dur ne rend pas riche. Ça ne rend pas riche. C'est pour cette raison-là que vous ne serez jamais riche si vous avez un métier très laborieux. Ça ne rend pas riche. Ce qui rend riche, déjà, de premier c'est l'environnement. L'environnement. Il y a une règle pour faire de l'argent.
Il y a quatre équations, il y a quatre aspects à prendre en considération dans cette équation pour devenir riche. La première chose, c'est l'environnement. Dans quel environnement tu te situes? Est-ce que tu es au contact de personnes qui s'y connaissent? Est-ce que tu es dans le bon pays? Est-ce que c'est l'environnement. Ensuite, c'est l'opportunité. Savoir flairer les opportunités. Tu vois, la dictature de l'écologie qu'on essaie d'imposer aux gens, c'est une opportunité qu'ils ont réussi à créer. Lorsque tu as réussi à identifier l'opportunité, tu as la troisième chose, c'est être le premier sur cette opportunité. On va demander à toutes ces entreprises capitalistes qui réussissent à avoir les contrats grâce à la haute fonction et au rentier, si elles ne sont pas les premières, sur toutes ces opportunités que l'État réussit à créer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a après le travail. Dur, faut voir, c'est relatif, on peut déléguer, et voilà. La méritocratie, ça n'existe pas, les amis, arrêtez. Arrêtez, bien sûr que si tu nais afghan et que tu nais américain, t'as plus de chance. Faut arrêter la méritocratie. Non mais c'est ces histoires. Un écran de fumée. Le capitalisme, le communisme, la droite, la gauche, l'aristocratie, les nobles, les bourgeois, c'est les mêmes comportements. À la fin de la journée, les humains sont tous les mêmes. Il y a des gens qui veulent profiter d'un système et il y en a qui sont passifs. Il y en a qui sont plus drivés par la sérotonine, l'autre par l'oxytocine, l'autre par la testostérone, l'autre par la dopamine. Il y en a qui ont des caractères plus psychopathiques que d'autres des caractères un peu plus axés moral que d'autres. C'est comme ça. Et les personnes qui sont un peu plus machiavéliques que d'autres vont tirer avantage des personnes inactives. Il faut juste regarder les comportements humains, c'est pareil. C'est comme l'immigration. Les gens sont en train de parler d'immigration et ils ne sont pas contents vis-à-vis de ce qui se passe de l'immigration. Mais vous n'avez pas vu l'histoire de France? Mais comment s'est fait la France? Comment s'est fait la France? La France, c'est quoi? C'est la Gaule romaine qui a toute une civilisation du monde, la civilisation la plus avancée de tous les temps. Hein? Vous savez ce qui se passe lorsqu'une civilisation devient trop avancée? Est-ce que vous savez ce qui se passe lorsqu'une civilisation devient trop avancée, trop sophistiquée? Il se passe que les hommes deviennent émasculés et se féminisent. C'est ce qui s'est passé avec les Romains. Ils étaient déjà trop grands. Hein? C'est ça qu'on a divisé l'Empire en deux, byzantin d'Orient et occidental de romain. Hein? Et tu avais à l'intérieur de ce royaume, tu avais des gens qui devenaient masculés et féminés parce que trop d'avantages. Vous savez ce qu'on dit, homme fort, temps facile, homme dur, temps difficile, non. Homme fort, temps difficile, homme fort, homme fort, temps facile, homme faible, temps dur. C'est ce qui s'est passé avec les Romains. L'Empire romain commence à se déstabiliser. Qui est venu assiéger les Romains? C'était des gens très peu éduqués, mais bien plus virils. C'était des gens très peu éduqués, bien plus virils, qui sentaient mauvais, qui ne savaient pas se comporter, que les Romains appelaient les barbares. Aux ancêtres, les Francs, et qui ont assiégé toute l'Europe. Ils viennent du nord de l'Europe, ils sont allés jusqu'en Afrique du Nord. Ils ont pris l'Angleterre, la France, la Lotharingie, tout ce qui se passe autour, la Belgique, les Pays-Bas, ils étaient de base en Pologne, au Danemark, en Scandinavie, ils ont tout pris parce que ces personnes n'étaient pas plus intelligentes, elles étaient plus viriles. Ils sont allés jusqu'en la péninsule ibérique, Portugal, Espagne et j'en passe. Ils sont allés monter jusqu'en Afrique du Nord. Hein? C'est ce qui se passe actuellement. Vous avez aujourd'hui des pays comme la France, des pays comme l'Angleterre, où les gens sont un peu plus civilisés que certains autres pays qu'on bombarde. Hein? Donc du coup, qu'on force à venir dans ces pays, les pays, la France et l'Angleterre. Ces personnes plus civilisées sont bien évidemment un peu plus féminisées, moins de testostérone, un peu plus masculées, comme ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Les personnes qu'on est en train de faire venir dans ces pays civilisés vont prendre possession des terres, c'est pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord, ne soyez pas d'accord. Le seul moyen d'arrêter cela, c'est de dire non. Mais quand je dis non, c'est pas non sur Internet, c'est non physiquement à ces gens. Il n'y a qu'à voir l'Angleterre, ce qui se passe aujourd'hui. On a ramené des civilisations où les hommes, eux, font plus d'enfants, sont peut-être moins éduqués, mais ils font plus d'enfants et ils sont plus virils. Ça va être quoi le résultat des courses? Et attention, quand les barbares sont venus assiéger la Gaule romaine avait une civilisation plus avancée. Qu'est-ce qu'ont fait les barbares? Ils étaient bien contents de trouver cette civilisation bien plus avancée. Donc, ils l'ont adoptée. Et c'est comme ça que la France reste encore un pays avec des cultures romaines très profondes et que les barbares, eux, ils étaient bien contents de la petite civilisation. Ce qui va se passer, c'est l'histoire du monde. Donc vous allez encore avoir des gens,
Vous allez encore avoir des gens qui vont venir moins éduqués, qui vont trouver en France les aides sociales, ils vont trouver des constructions, de l'école, ils vont trouver de beaux trucs, ils vont bien évidemment l'adopter, mais parce que ces gens sont plus virils, ils feront plus d'enfants et prendront tous vos territoires. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Moi, je suis en train de vous le dire, l'histoire du monde se répète. Donc ça ne sert à rien de se faire distraire par le capitalisme, le communisme, les riches, les pauvres, la droite, la gauche, l'immigration. C'est de la merde. Il y a juste des patterns qu'il faut identifier, des comportements humains qu'il faut identifier, qui se répètent tous les jours. L'histoire n'est qu'une boucle infinie. Des pays viennent, des pays disparaissent. C'est exactement ce qui se passe avec les riches. Si vous regardez les riches sur les 100 dernières années, ce ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait des riches avant qui ont fait faillite. D'autres riches sont arrivés. Ils vont aussi faire faillite. Ainsi de suite. Avant, c'était Nokia. Après, BlackBerry. Après, Apple. Demain, ce sera quoi? ChatGPT. Ensuite, ce sera Tesla. Ensuite, ce sera une société américaine, chinoise. C'est comme ça. Et ça tourne. Donc, ne vous laissez pas distraire par ces histoires de riches ou de pauvres. Je suis vraiment parti trop loin. Il était communiste. C'est qui qu'on apprenne tous ensemble quelque chose? C'est Michael Young. Ok. C'est le père du New Deal anglais. C'était un le militant. communiste. Non, mais bien sûr, mais Non, mais- c'était un militant communiste. Non, mais sur la question du mérite, c'est intéressant. Le mérite, c'est C'était un militant du Labour. Qu'importe. Allez-y. Le mérite, oui, c'est un mythe, mais c'est le seul mythe qui peut fonder une société démocratique. C'est-à-dire que quand vous Mais sur sortez quelle base? Sur quelle base? sur C'est ça la qui est intéressant. base La démocratie n'existe pas. de l'égalité de départ, Ouais, mais est-ce qu'il y a une égalité? L'égalité, c'est un crime contre l'humanité. Il n'y a rien d'égalitaire dans ce monde. De départ Non, dans les grandes et c'est fortunes là- françaises qui sont non, principalement attendez, Si je puis me héritées. permettre, là- on a écrit un livre entier qui s'appelle Succession. Il y a une Ouais. partie de ces fortunes qui viennent de l'héritage. Ouais. mais, Mais, oui, mais à la base, il y Ah, avait mais, pas quelque- il y a quand même eu quelque chose et du travail. ça La n'est- base, ça la n'est pas première contradictoire. génération. Non, ça alors, remonte à- Non, pas tous ensemble. Pas tous Si on parle ensemble. un peu plus loin. Pas tous ensemble, mais juste que la question du mérite, vous avez soufflé assez fort. Bah oui, parce que je veux dire, l'origine de la fortune de Bernard Arnault, c'est un mensonge qu'il fait aux ouvriers de mon coin, où il les promet qu'il va les garder dans le textile, et où finalement il licencie tout le monde, et le seul truc qu'il garde, c'est Dior. Et c'est là-dessus qu'il va construire son empire de luxe. Donc ça se fonde sur un mensonge. Et quand je vais chez le sous-traitant où il préfère délocaliser en Pologne ECCE, je vais rencontrer les salariés à leur cantine, je déroule une frise à terre, et je compare le salaire de Bernard Arnault sur un an au salaire des ouvrières, et on arrive à, en un an de salaire, ça devait représenter 450 000 années, donc je demande est-ce que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale? Non. Est-ce que c'est depuis la Révolution française? Non. Est-ce que c'est depuis Jeanne d'Arc? Non. Est-ce que c'est depuis Vercingétorix? Non. On arrive, il fallait imaginer les couturières en train de coudre des costumes Kenzo sur leur machine, depuis la préhistoire dans leur caverne jusqu'à aujourd'hui. Donc la disproportion, elle pose plus la question du mérite. On peut pas dire que Bernard Arnault, il a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Et Bernard Arnault a juste du mérite à avoir compris le système. Il a du mérite à avoir compris comment fonctionnait le business. Il a du mérite à avoir trouvé le moyen de faire travailler des gens à sa place et de bien déléguer et de s'en mettre plein les poches, c'est-à-dire de faire du profit. Il a le mérite d'avoir compris les règles du jeu. Opportunité, premier sur une opportunité, travail dur. Alors lui, il a carrément délégué le travail dur et environnement. Il a le mérite de l'avoir compris. Et on va encore répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est facile de critiquer Bernard Arnault, hein. Mais combien de personnes qui auraient eu la chance d'être à la place de Bernard Arnault n'auraient pas répété toutes les actions de Bernard Arnault au cours de sa vie? Combien? C'est facile, hein. C'est facile. qui a mérité pendant la crise Covid? Qui a mérité? Qui a fait tourner le pays? Qui continue tous les jours à faire tourner le pays? Qui a continué à nettoyer les rames dans les métros et à les faire circuler pendant la crise Covid? Qui a été manutentionnaire pour qu'on ait nos supermarchés qui ne soient pas vides? Qui a fait ça? Ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas Bernard Arnault, ce n'est pas les dirigeants d'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie de cette crise Covid? On a ces emplois-là à qui on avait promis monts et merveilles. Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Emmanuel Macron. Ouais. Et à la sortie de ça, il n'y a rien, il n'y a aucune récompense pour ces travailleurs. Au contraire, il y a une première peine, l'inflation avec des salaires qui ne sont pas indexés sur l'inflation et qui vient éroder leur petit pouvoir d'achat. Et deuxièmement,
on a là une réforme des retraites où c'est eux qui vont payer 2 années de plus. Et pendant ce temps-là, on apprend que les milliardaires français se mettent 200 milliards d'euros dans la poche, alors que la plupart d'entre eux, ils étaient sans doute dans leur résidence secondaire pendant la crise Covid. Donc, je veux dire, Ce qu'il dit est véritablement vrai. Après, faudra voir, parce que moi j'ai un peu du mal avec ce discours d'égalité là qu'il essaie de nous vendre. Mais moi, quand je dis qu'il est vrai, c'est parce que vous voyez un peu ce qu'il décrit là, le mec. Il est en train de décrire ce qu'on appelle le communisme. Pourtant, voilà, on dit être dans un monde libéral. Libéral, ce qui veut dire liberté individuelle, capitaliste, c'est-à-dire business de la dette, le business de la liberté de marché. Il est en train de décrire là, bizarrement, le communisme. Qu'est-ce que je veux dire par communisme ? C'est que Bernard Arnault, vous voyez, il a des actifs. On met le crédit, on met le taux d'intérêt à 0. Donc tout le monde peut emprunter de l'argent. Lorsqu'on emprunte de l'argent, on va essayer d'acheter des actifs pour que nous puissions aussi avoir une rente. Car comme je l'ai dit, dans le capitalisme, il n'y a que 3 classes dirigeantes qui s'en mettent plein les poches. Les rentiers, les businessmen et la haute fonction. Donc les pauvres qui ont une rente, les pauvres qui peuvent faire le PTZ ou bien le prêt à taux zéro, vont essayer d'acheter des actifs. Qui possèdent les actifs, c'est les gens comme Bernard Arnault. Donc les gens comme Bernard Arnault vont mettre en place leur prix parce qu'ils ont le monopole et du coup ils deviennent de plus en plus riches parce qu'ils mettent en place leurs lois. C'est aussi quoi le communisme ? C'est Bernard Arnault qui a le numéro de téléphone du président de la BCE, d'Emmanuel Macron, qui a tous les actifs. Bernard Arnault, lui, c'est à la fois un affairiste et un rentier. Et parce qu'il est affairiste et rentier, eh bien, il peut prêter plus d'argent pour acheter Tiffany & Co. et faire travailler encore et encore des gens. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire que ces mecs deviennent de plus en plus riches sans prendre aucun risque. Voilà la beauté du capitalisme, qui est l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Le business de la dette, c'est l'esclavagisme le plus total. Encore, vous voyez, le communisme, voilà, tu vois, le communisme, tu regardes par exemple les pays baltiques, t'avais des femmes de 25 ans qui avaient déjà plein d'enfants parce qu'à cette époque du communisme, voilà, l'État est là pour tous vous aider. Les gens sont de plus en plus insistés, mais les gens faisaient des enfants plus jeunes. Là, le capitalisme, c'est pire, parce que le capitalisme, les gars, c'est chacun pour sa pomme. Chacun pour sa pomme, sachant qu'il y a des gens tout en haut qui, eux, s'en mettent plein les poches. Et après, on devient tous esclaves d'un système et on se retrouve avec des femmes de plus de 34 ans qui sont encore sans enfants. Je ne suis pas pour le communisme, je ne suis pas pour le capitalisme, je suis pour le pragmatisme. Et le pragmatisme dit que ces systèmes, dans le fond, sont les mêmes, parce que les comportements humains sont les mêmes. Comment vous pouvez croire une seule seconde que les choses allaient être différentes quand ces choses sont opérées par des humains, dans les deux cas ? Là, C'est vrai que où est le mérite ? Le mérite, c'est quand même... ça pose une grande question Moi, je crois au morale. travail. Moi, je crois au travail. Là, je dis, les Français doivent vivre de leur travail. Présent, c'est le salaire. Passé, c'est la retraite. Mais on ne va pas me dire que Bernard Arnault, il travaille 1 million de fois de plus qu'un salarié français. Là-dessus, Sarah Salman, qu'est-ce que vous répondez à Alors, ça Bernard Arnault, je ne suis pas spécialiste, je ne le connais pas personnellement, donc je vais vous laisser la question de Bernard Arnault. Mais Il travaille indéniablement. Le problème, c'est la disproportion Ouais. de ce qu'il gagne. c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a n'importe quelle société du CAC 40 qui a existé, alors ensuite il y a eu des héritages évidemment, mais la première génération a forcément créé, innové, et on ne peut pas nier qu'il y a une part de mérite. Mais C'est pas donné forcément. à tout le Et monde. le salaire Pardon, ne mais rémunère forcément, mais pas du tout. C'est-à-dire C'est-à-dire que qu'aujourd'hui... c'est parti de rien, qu'il y a eu un pardonnez-moi, héritage mais au loto. le... Alors, la société n'a jamais innové, ces personnes n'ont jamais innové, c'est encore un grand mensonge. On est toujours dans cette société fermée qui s'en met plein les poches. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la colonisation qui a été faite. Le peuple n'a jamais tiré les mérites. Ça a été des gens qui, toujours, encore les affairistes, les rentiers et les affairistes rentiers et la haute fonction qui ont comploté pour aller faire mettre en place cette colonisation. On a pris tout l'argent des Français pour aller installer les industries, donc gratuitement, en tirer d'ailleurs des bénéfices et revendre tous leurs produits ensuite dans le monde entier, ou bien à des Français, ou bien aux Africains, ou bien aux Asiatiques, et ça met plein les poches. Donc souvent, sa question sur l'innovation,
à prendre avec des pincettes. Et maintenant, on va venir sur la question de l'innovation. La question, l'innovation est encore une fois aussi l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Le business des startups, le business de l'innovation. Parce que ce business, ce business repose sur la dette. Donc, en d'autres termes, c'est le business du vide. C'est des entrepreneurs qui se lèvent un matin et qui vont faire le marketing de la mission, le marketing du rêve, le marketing de j'ai eu un rêve, j'ai eu une émission, le marketing de nous pouvons changer les choses dans le monde, le marketing Elon Muskien, tu vois, c'est-à-dire oui, nous pouvons être une espace ultra planétaire et j'en passe, blablabli, blablabla. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as des gens comme ça qui vont te faire un joli marketing, mais qui ne vont en aucun cas te sortir une feuille de route pour présenter un truc pour faire des bénéfices. On va vendre du rêve à plein de personnes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Tu as derrière? Tu as des rentiers. Ce système est bien ficelé. Hein. Ce système est bien ficelé pour que les gens continuent de s'en mettre plein les poches. Donc du coup, tu as le mec qui va vendre du rêve, qui lui est en train de nous faire qui est en train de nous raconter plein de merde, alors que lorsqu'il lance son entreprise, ne tire jamais de bénéfices derrière. Il ne tire jamais de bénéfices derrière, mais que parce que il a l'argent des rentiers qui sont des grands milliardaires tels que BlackRock ou bien des gens qui font partie d'un conseil d'administration et qui ont les rentes, ils vont réinvestir leur rente pour espérer avoir plus de rente. Et comment est-ce qu'ils espèrent avoir plus de rente? Ils espèrent avoir plus de rente grâce au marché financier et grâce aux banques derrière qui, elles, vont accélérer le crédit. Donc en gros, un rentier, c'est quoi? C'est un rentier, c'est je vais investir mon argent et je sais que mon argent va se multiplier par 4 parce que au travers de ce penseur, au travers de ce mec qui est en train de faire son marketing de la vision, la dette va être déclenchée, elle va être déclenchée de par une banque. Et donc, du coup, cette dette, elle va fonctionner dans une masse monétaire, la masse monétaire qui va être captée par des gens qui vont après investir dans cette entreprise qui sont les marchés, au travers des marchés financiers. Cet argent va être capté par la société. Et tu as d'ailleurs le mec qui, lui, de base, a mis sa rente et qui va récupérer sa rente et ça va remettre plein les poches. Et c'est comme ça qu'on a un marketing du vide. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, tu as lui, le mec qui nous parle d'innovation, qui nous parle de changer le monde, qui, lui, derrière, n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Il y a très peu de business qui ont réussi à être rentables. Ouais, tu vois, par exemple, YouTube, il leur a fallu combien d'années avant d'être rentable? Facebook, il leur a fallu combien d'années avant d'être rentable? Tu vois. Donc, le business de l'innovation est aussi une forme d'arnaque. Je pense que c'est l'arnaque ultime même. C'est l'arnaque ultime. Hein, tu vois. La deuxième, il y a eu 3 grandes aires économiques. Donc, tu as eu le chemin de fer, la grande industrie, tu as les corporations, et là maintenant, aujourd'hui, tu as les personnels médias. Les corporations, c'est des arnaques, c'est des business basés sur l'innovation. Tu vois, c'est voilà, on a créé de nouveaux moyens de consommer, on a créé de nouveaux moyens de faire des choses. Demain, tu enlèves l'iPhone, rien n'a changé dans le monde. On va continuer de vivre, de marcher, de se déplacer et de se nourrir. Tu enlèves demain Microsoft, tu enlèves demain l'Internet, tu enlèves demain l'iPhone, c'est pareil. Donc ça, tout ce qui est innovation corporation, c'est de l'arnaque. Ça a juste un courant qui s'est mis en place pour que des gens puissent continuer de s'en mettre plein les poches, notamment les rentiers. Donc on en vient toujours sur ces 3 classes qui tournent autour d'elles. Les rentiers, les businessmen et la haute fonction. Par contre, les vrais business de base, qui n'étaient pas forcément de l'innovation, ou bien, si quand même, parce que le chemin de fer, la dynamite et tout ça, c'est quand même de la belle innovation. Donc la révolution industrielle, ça, c'était des business importants, tu vois. On va pas quand même se mentir qu'au travers de ces business, les gens se sont mis à mieux vivre. Et dans ces business-là, il n'y avait pas le business il n'y avait pas le business de l'innovation. Il n'y avait pas ce business de la dette, tu vois. Ce business de la dette s'est accéléré au moment où les Américains sont arrivés avec leur, comment s'appelait ce traité où ils ont dit à tous ces pays européens que le dollar sera la monnaie de référence. C'est là que les choses se sont accélérées, c'est là que les arnaques se sont mises à naître. Donc l'innovation, franchement les amis, il faut prendre ça avec des pincettes. L'innovation, c'est bien, mais elle était surtout bien avant que les États-Unis d'Amérique deviennent l'hyperpuissance de la Seconde Guerre mondiale. Là, ça allait, tu vois. Là, ça allait. Après, bon, je vais quand même faire attention parce que il y a la livre sterling et les Américains et les Anglais qui avaient eux aussi leur monnaie unique. Il faudrait voir aussi comment le capitalisme fonctionnait à cette époque. Mais les chemins de fer et tous ces trucs d'industrie, ça a quand même permis à des gens de mieux vivre. Là, aujourd'hui, avec tous ces business d'innovation, frérot, on fait des choses inutiles. C'est de l'optimisation de la vie. C'est-à-dire que oui, on vit encore mieux. Mais tout ce mieux,
Ça crée de la dépression, où on se remet en question, punaise, ma vie, tu vois, ma vie. Je suis parti trop loin. Mais le business de l'innovation, franchement, à prendre avec des pincettes. Et quand on regarde souvent le business de l'innovation, on remarque toujours que, à la base, tu as toujours 3 classes qui s'en mettent plein les poches. Le rentier qui a déjà tout l'argent du monde, le haut fonctionnaire qui va mettre en place les bonnes conditions pour que le businessman qui vend l'innovation, qui vend le rêve, lui puisse s'en mettre plein les poches et bien installer du coup son entreprise afin que le rentier puisse mieux lui prêter de l'argent et soit sûr de récupérer son argent. C'est toujours pareil. Après, oui, quand tu fais les analyses, bien évidemment que le capitaliste, tu as des personnes qui sont mises à mieux vivre, parce que oui, cette personne, lui, il a tout l'argent du monde. Après, il va quand même payer des personnes qui, elles, ont du travail et se mettent à mieux vivre. C'est vrai. Mais après, à quel prix ? En fait, le capitalisme mondialisé, il est né au 19e siècle. C'est dans l'Angleterre victorienne et essentiellement, il a été construit grâce à des richesses et des ressources naturelles amassées dans les colonies. Donc la base du capitalisme aujourd'hui qu'on connaît au jour le jour, si vous voulez tirer la corde et regarder d'où ça vient de la colonisation. Mais si on vous écoute, on dirait que ça tombe du ciel. Et non, que les non, personnes... Alors, je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai, mais il faudrait quand même noter une chose. C'est qu'il y a des pays qui n'ont jamais colonisé, mais qui ont eu leur révolution industrielle bien avant certains pays qui ont colonisé. Donc, ce que je dis tout à l'heure, quand je dis que la colonisation est l'une des plus grandes arnaques de tous les temps, et qu'elle a juste permis à ces 3 classes, les affairistes, les rentiers, la haute fonction, de s'en mettre plein les poches au détriment du peuple. Quand tu regardes la colonisation, pour le tiers-état de certains pays, ça a été une catastrophe. On leur met des impôts, on leur met, vous allez payer pour nos explorations. Et nous, d'ailleurs, lorsqu'on trouve là où explorer la chose, on va mettre en place nos industries et on va faire de la valeur ajoutée, du business et de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays qui n'ont tout simplement pas colonisé et qui ont réussi à avoir leur propre révolution industrielle. Donc la colonisation est une arnaque. C'est une arnaque. Parce qu'elle n'a jamais été nécessaire au développement de plein de pays. Jamais. Donc c'est juste 3 classes qui ont trouvé le moyen de s'en mettre plein les poches sans prendre aucun risque. On va mettre des impôts sur des gens et on va aller explorer, trouver des ressources, et les ressources, on va les garder pour nous. Exactement comme la guerre. Quand on a mis en place l'impôt sur le revenu, Première Guerre mondiale en France, Waterloo avec les Anglais face à Napoléon, guerre de sécession aux États-Unis en 1865, c'est la même chose. On va faire des choses qui ne sont pas utiles. Dites-vous quand même que quand la France perd l'Alsace-Lorraine en 1870, il n'y avait pas l'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas l'impôt sur le revenu. Bon, après, elle récupère son Alsace-Lorraine en 1914, en 1918-19, ok, d'accord, mais on met quand même l'impôt sur le revenu. Un impôt sur le revenu qui n'a jamais été annulé avant. Dites-vous quand même que l'Amérique qui a mis l'impôt sur le revenu, en guerre de sécession, il y a des présidents qui sont arrivés après et qui ont estimé que cela était anticonstitutionnel et qu'il n'était absolument pas moral de taxer des gens sur leur travail. Il a enlevé cet impôt et il y a d'autres présidents qui l'ont remis. Ils vous disent, on va mettre des taxes, vous inquiétez pas, ça va disparaître. Où est-ce que vous avez vu des taxes qui ont été mises en place et qui ont disparu avec le temps ? Et lorsque ces taxes sont mises en place et qu'elles disparaissent pour certaines, vous remarquez très vite que d'autres taxes sont mises en place. On enlevait l'impôt sur la fortune, on allait mettre l'impôt sur la fortune immobilière. n'a absolument aucun mérite. Ça tombe de la sueur des travailleurs qui est transformée en plus-value. Monsieur Ardo et Enco, c'est eux qui créent les emplois. Non, c'est pas eux qui créent les emplois. Ils en ont supprimé un paquet dans mon coin. Ils en ont créé aussi beaucoup. De toute façon, tout ça est question. Il ne s'agit pas d'arriver à une société pleinement égalitaire. C'est pas ce que je porte, même si je suis un héritier de Gracchus Babeuf étant picard. Mais vous ne dites pas il ne faut pas de milliardaires dans ce pays. Non, vous ne dites pas. Je dis il faut de la raison dans la répartition. Vous savez, quand on... Dans une société marchande qui existe depuis le XVIe siècle, des milliardaires, ça reste obligatoire. Ces milliardaires s'en mettent plein les poches, mais derrière, ils payent comme des gens pour avoir un travail et pour vivre. On ne peut pas dire que les riches devraient arrêter d'exister.
Donc oui, il y a une arnaque sur la méritocratie, mais il faut juste accepter que l'égalité n'existe pas, la méritocratie n'existe pas. Il y a des sociétés marchandes qui existent depuis maintenant, nous sommes au 21e siècle, non, 16e siècle, 5 siècles, d'accord, et que voilà, c'est tout. Il faut comprendre les règles du jeu. Maintenant, dire que les riches devraient être accès exister, alors là, il faut tout simplement dire que nous devons revivre sous le communisme. Mais les amis, encore une fois, le capitalisme, là, dans lequel nous vivons, c'est du communisme. Hein. Air France qui a fait faillite 1, 2, 3, 4 fois, l'État français qui réinvestit dans Air France, les sociétés américaines qui prennent des risques et qui n'ont aucune conséquence pour certaines. En France, c'est pareil. On vit déjà dans un paradigme communisme qui se dit encore capitaliste. Donc le capitalisme, je le répète, c'est une arnaque, c'est une forme de communisme. On présente aux États-Unis à l'aveugle 3 graphiques en disant voilà, est-ce que vous voulez que tout le monde ait la même chose ? Ou est-ce que vous voulez que ça soit réparti de cette manière-là ? Et en fait, c'est la répartition, ça ne dit pas, mais c'est la répartition américaine. Ou alors, est-ce que vous voulez que ça soit comme ça ? C'est la répartition scandinave. 93% des Américains choisissent la répartition scandinave. Donc, en vérité, il ne s'agit pas d'aller vers une société qui soit purement égalitariste, où tout le monde porte les mêmes habits dans un truc un peu austère. Mais il s'agit de se dire qu'il doit y avoir un sentiment de décence. De décence par le bas, c'est que les gens puissent vivre de leur travail, et de décence par le haut, ça serait qu'on ne crève pas le plafond des inégalités. La vraie question, c'est Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. quel revenu doit augmenter le plus vite ? Moi, je suis persuadé que c'est le revenu des 99% qui doit augmenter plus vite que le revenu des 1%. Les 1% ont déjà un patrimoine énorme, ils sont très riches, mais les 99%, ça doit augmenter plus vite que les 1%. C'était le cas à l'après-guerre. Entre 50 et 70, ça a été le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les 1%, ça augmente beaucoup plus vite que le reste de la population. Ce qui pose un problème, c'est-à-dire qu'il y a les 1% qui accumulent, et puis les autres, ça augmente très lentement. Et là, il y a un vrai problème. Raphaël Bacquet, vous qui avez enquêté sur ces grandes familles, est-ce qu'elles ont conscience de ça, d'après vous ? Oh, la question des mecs. Ah, mais plus t'es riche et plus t'es déconnecté du monde. Hein. C'est comme demander à un Parisien, est-ce que vous avez conscience que des gens n'arrivent plus à tenir ? Que des gens, après le 10 du mois, ça devient compliqué. Hein, il suffit de voir la carte de France pour ce qui a été des législatives. Vous avez toute la France, c'était RN. Là, vous avez Paris, c'était la gauche, c'était Macron. Bien évidemment que lorsqu'on s'enrichit, on devient petit à petit un peu plus déconnecté du monde. C'est pas une critique, hein, c'est comme pareil. C'est pareil que lorsqu'on vieillit avec le temps, on devient de plus en plus connecté de la jeunesse. Tu vois, t'as tes enfants qui font des choses que tu ne comprends pas. Enfin, bien évidemment que les riches sont déconnectés. De quoi tu parles ? De cette situation qui peut-être paraît, on voit le débat ce soir, de moins en moins tenable. Et encore une fois, avant que cette dame ne réponde, il faudrait quand même dire cela. Ça ne sert à rien de blâmer les joueurs, il faut blâmer le jeu. Blâmer le jeu. Arrêtez de crier sur Bernard Arnault, arrêtez de crier sur Macron, arrêtez de crier sur qui ? Sur le Parisien qui a 4 appartements, qui est rentier. Donc Bernard Arnault qui est rentier affairiste, Macron qui est haut fonctionnaire, et le Parisien qui vote Macron parce qu'il a des appartements. Et du coup, qui peut lui, derrière, s'en mettre plein les poches parce qu'il est rentier, donc il continue de s'enrichir sans prendre des risques. Arrêtez de vous plaindre vis-à-vis de ces gens-là, parce que si vous étiez à leur place, je ne sais pas si vous serez en train de vous plaindre. Ça ne sert à rien de pointer du doigt les joueurs, il faut blâmer le jeu. Donc c'est soit vous changez les règles du jeu, c'est soit vous jouez avec les règles du jeu et vous essayez de gagner. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que les personnes qui haïssent les riches ne se seraient pas comportés comme le Parisien qui a plein d'appartements, ou bien Macron, ou bien Bernard Arnault, s'ils étaient à leur place. Elles ont conscience de la vindicte. Bernard Arnault ne sort pas seul dans la rue. Donc oui, il est protégé, ses enfants aussi. La plupart d'ailleurs de ces grandes familles le sont. Donc bien sûr qu'il y a une conscience de l'animosité, de l'hostilité, de la haine éventuellement que leur fortune peut susciter. Après, est-ce que ça change leur façon de faire ? Bernard Arnault, mais pas seulement lui d'ailleurs. D'autres ont milité ardemment, quels que soient les présidents, quels que soient les ministres de l'économie, pour limiter l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions. Donc il y a une volonté d'amoindrir les effets d'une politique fiscale, par exemple, qui pourrait avoir des effets
plus raide qu'elle n'en a aujourd'hui sur leur fortune. Donc il y a cette ambivalence. Et quand je vous ai dit tout à l'heure le fait que ce que peuvent faire certaines de ces grandes familles dans des fondations, ça existe, mais ça ne contrebalance pas effectivement la vision qu'on peut en avoir de la disproportion entre leur fortune et leur utilité. Je pensais venir plus tard, mais puisqu'on pour voir ce débat. Alors, je ne vais pas commenter parce que j'ai trop parlé dans cette vidéo, mais la haine des riches, je pense que ça sert à rien. Faut pas haïr les riches. Faut juste comprendre que voilà, c'est le jeu. C'est soit vous jouez avec les règles du jeu, soit vous changez les règles du jeu, soit vous acceptez pas les règles du jeu et puis votre vie sera toujours compliquée. Donc, au bout d'un moment, faut faire avec. Bonne journée.